La critique se poursuit, on parle de cinéma. Je suis en studio avec Jérôme Momsilovic, critique entre autres au Cahier du cinéma, et en ligne avec Thierry Chaise, rédacteur en chef à Première et critique pour Ouest France. Alors c'est peu de dire que notre programme est contrasté, mais on aime ça quand c'est contrasté. On commence avec un objet étrange, le film Justice League, dans la version voulue par Zack Snyder. Out in the dark, among the stars, the god is dead. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. Zack Snyder ne lâche pas l'affaire. Il a voulu que son film Justice League, une énième émanation de l'univers de DC Comics, sorte comme il l'avait voulu. Et donc, le voilà, qui débarque sur diverses plateformes dans un format de plus de 4 heures et la possibilité de le voir en noir et blanc. Qu'est-ce donc que Justice League ? C'est la réunion des super-héros de la franchise qui, sous l'égide de Batman, s'allient pour sauver le monde humain, dont un très méchant, essaye de s'emparer en synchronisant 3 boîtes mères qui permettent de détruire tout. Batman se retrouve donc entouré de Wonder Woman, qui a un lasso de vérité, de Flash, qui va très vite, d'un certain Victor, qui est mi-humain, mi-droïde, et d'Aquaman, qui a un trident magique, mais toute la question est, Superman va-t-il les rejoindre ? Jérôme, attention, ne répondez pas à cette question, mais dites-nous en revanche ce que vous faites de, J'ai oublié, j'avoue. de cet objet. La question, vous avez oublié l'histoire. Étonnant. C'est pas le plus intéressant, l'histoire, Non. disons, mais... Non. Non, après, franchement, je trouve le film irregardable et j'aime beaucoup. Alors après, j'aime beaucoup, justement, quand je vous dis que je me souviens à peine de l'histoire, c'est que c'est évidemment pas ce qui, personnellement, en tout cas, m'a le plus intéressé là-dedans. Il y a quand même, disons, dans un peu l'aberration, parce que c'est une vraie aberration en soi, ce film, quand même. C'est-à-dire, il faut rappeler que, sur le principe, c'est vraiment la pression des fans, secondée par les acteurs du film, par certains acteurs, qui a convaincu le studio, quand même, de remettre la main à la poche pour permettre cette version-là. Donc, on est quand même dans un cas de figure, on est dans un endroit de l'industrie qui a complètement détruit depuis 10 ans toute velléité auteuriste. Et là, on se retrouve avec une espèce de ultra film d'auteur dans le cadre du blockbuster. Donc c'est quand même, en soi, c'est déjà une incongruité qui est plutôt intéressante. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un comme Snyder, moi qui m'intéresse plutôt depuis le début, encore une fois, je trouve que ses films sont plutôt saisissants, se donne à lui-même le droit d'être un auteur total. La question, c'est est-ce que c'en est un ? Est-ce que c'en est un en tant que, si on considère l'auteur comme un super artisan ? C'est-à-dire, est-ce que c'en est un comme maître de la forme ? Pour moi, ça fait aucun doute. Et il y a dans le film vraiment des moments que je trouve très très beau. C'est-à-dire que par moments, je trouve ça même assez drôle d'ailleurs, parce qu'au début, il y a une espèce de générique qui n'en finit pas, parce que c'est tout le problème du film, c'est que rien n'en finit. Évidemment, c'est vraiment une leçon sur à quoi sert un producteur, un vrai producteur, c'est-à-dire c'est un type qui est censé être là derrière les Dire c'est trop long là, le générique. Voilà, Zack. c'est gentil Zach, mais là on Ouais. décroche quoi. Bon. Mais du coup, dans ce générique qui n'en finit pas, on est quand même saisi par la vraie beauté par moment du montage. La vraie beauté aussi, c'est tout bête, mais de redécouvrir ce genre de film-là en 4 tiers, enfin de les découvrir tout court en 4 tiers. Alors, faut dire en 2 mots pourquoi, parce que 4 c'est pas tiers, vraiment... format carré. C'est ça, en format carré, ce qui est complètement inhabituel pour ce genre de film. Alors la vérité, sans trop s'étendre là-dessus, c'est que c'est lié surtout à l'IMAX, c'est-à-dire qu'ils voulaient que le film soit diffusé en IMAX, donc il faut du 4 tiers. Il n'empêche que le 4 tiers, moi j'ai toujours trouvé, je suis pas le seul, que ça permet de cadrer beaucoup mieux, de manière beaucoup plus intéressante, et ça confirme que Snyder a un sens du cadre qui parfois est éblouissant, Alors, qu'il a un sens du montage qui est aussi... un exemple, une scène, un moment, vous disiez il y a des moments que je trouve Ouais. beaux. Alors, par exemple. Eh ben, par exemple, justement, dans le générique, il y a une scène de cavalerie. Alors, c'est assez rapide comme ça, un personnage qui monte sur un cheval. Et ce qui m'a presque amusé d'ailleurs, c'est qu'on se rend compte, je disais justement, cette aberration, ce film d'auteur blockbuster, c'est qu'on n'est pas loin au fond de certains films d'auteurs pompiers qu'on voit à Cannes, vous voyez, un peu dans la lignée Bellatar et tout ça. Donc, c'est assez marrant de voir cette espèce de boucle, quoi. Ça rejoint complètement cette C'est esthétique-là. en Islande, là, c'est ça ? C'est Batman qui arrive C'est pour ou en retrouver Aquaman. Suède, je sais plus Bon, trop. dans un Enfin, pays nordique, dans un en pays effet, nordique, une crête de montagne, un Exactement. cheval, et bon, on se rend compte assez vite que c'est Batman qui est sur le Et il cheval. y a quand même des choses assez belles. Et pour vous répondre d'une manière générale, ce que je trouve le plus beau dans le film, c'est tous les moments où il joue avec des éléments purement cinétiques, c'est-à-dire avec la question de la vitesse. Et là, évidemment, la question des super-héros, notamment le fameux Flash qui va plus vite, lui permet, lui, de creuser une veine qui est celle du ralenti. Et juste pour conclure, avant de vous repasser la parole, vous disiez que c'était un problème très contrasté aujourd'hui. Moi, je trouve que vous avez
au fond, fait un programme très cohérent parce que d'une certaine manière, toute proportion gardée, Snyder et Grandrieux vont un peu chercher dans les mêmes recoins du cinéma, mais vraiment toute proportion gardée. Thierry Chaise, est-ce que vous aviez vu le premier Justice League, donc la version courte, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette grosse version de 4 heures ? Alors, j'avais hélas vu le premier qui était vraiment irregardable. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, c'est-à-dire que c'est à la fois, celui-là au moins, il y a quelque chose à en dire, alors que le premier, à part dire c'est irregardable et presque trop court par rapport à ce que ça voulait raconter. Là au moins, il se passe quelque chose. D'à la fois, en effet, complètement, mais on n'en peut plus. C'est-à-dire que vraiment, les 4 heures chez soi, alors en plus, c'est découpé par chapitre, donc on sent qu'il y a une idée de série aussi, quasiment. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, d'où en est ce genre. C'est-à-dire que la prise de pouvoir des fans, c'était quand même, et les fans et ceux qui faisaient ça, il y a 20 ou 30 ans, c'était les geeks, tout le monde s'en moquait, c'est les minoritaires qui sont devenus majoritaires. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de son pouvoir ? Les fans le disent, parce qu'en fait, notre pouvoir, nous, c'est d'arriver à impulser ce nouveau film. Dans un monde où, a priori, on est en temps de pandémie, tous les gros studios réduisent tout, donc on laisse faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait justement, Snyder ? Eh bien, il se remet à l'ouvrage. Et par rapport au film original, ce qui est intéressant, c'est tous ces moments un peu ennuyeux, tous ces moments un peu longs, tous ces moments un peu boursouflé. On reconnaît Snyder à 1 ou 2 plans, les couleurs saturées, il y a du boursouflé, il y a du ralenti, mais au moins il fait quelque chose de ça. Dans les films de super-héros, il y a la veine noirceur, c'est le Batman de Nolan, il y a la veine ironique, comme on est devenu maintenant les maîtres du monde, on peut se moquer de nous, c'est les Gardiens de la Galaxie, il y a la veine faiseur, et puis il y a Zack Snyder, voilà. Et c'est pas juste une compilation d'effets spéciaux, ça ose aller dans le kitsch, le ridicule, on veut, il y a des moments très tendres d'un seul coup, c'est un grand crash test pour acteurs. Oui, on pourra en reparler parce que bon, c'est compliqué, voilà. Et donc, pour les acteurs. c'est tout ça, donc ce qui fait qu'il y a énormément de choses, on est censé ne pas s'ennuyer, et malgré tout, ça dure 4 heures, et chaque chose est tellement étirée qu'on s'ennuie. Thierry, vous disiez à propos du premier film que c'était trop court pour ce que ça voulait raconter, donc j'imagine que vous avez une opinion sur ce que Justice League veut raconter. J'aimerais bien avoir votre avis, sans ironie, hein. C'est vrai que moi, je ne comprends pas quels sont les enjeux du récit. Alors le récit, il y en a pas, c'est plus que ce que Snyder veut y mettre. On sent qu'il y a des volontés, mais non, c'est pas qu'une volonté artistique de comment on représente les super-héros. Et dans la version de Whedon, en tous les cas dans le souvenir que j'en ai, qui est loin, c'était de 2007, qui est lointain, il n'y avait, en fait, ça pouvait être Whedon ou n'importe qui d'autre, on ne pouvait rien reconnaître. Là, il y a une volonté de jouer avec les effets spéciaux, d'être un grand Manitou qui a plein de jouets à disposition. Et tout ça. La deuxième chose, c'est d'essayer de glisser des choses plus personnelles, le rapport à la mort. On sait que ce pourquoi Snyder n'avait pas pu finir et avait été remplacé par Whedon, c'est parce qu'il a eu un drame personnel, la perte de sa fille, si je crois. Donc, c'est glisser ces petites choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui, à partir d'une base on voit 10 films de super-héros tout par an quasiment, c'est d'en faire quelque chose à sa sauce. C'est qu'on puisse reconnaître pour moi en 1 plan ou 2 plans ce qu'est Snyder. Alors ce qui peut être insupportable si on le déteste et assez fascinant quand comme moi, ni on le déteste ni on l'adore. Jérôme Momcilovic. Ouais, sur la dimension kitsch, c'est évident que c'est un film qui est kitschissime, et justement il l'est tellement que c'est ce qui peut le rendre intéressant. En fait, ça correspond à 2 choses. C'est que d'une part, il y a un kitsch visuel qui rappelle qu'au fond, l'esthétique de Snyder, c'est l'esthétique fasciste. Mais littéralement, c'est-à-dire quand le film démarre, on est vraiment dans les films de montagne de Leni Riefenstahl, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure là en Suède ou en Islande. Il y a un côté bas-relief mussolinien, il y avait déjà ça dans ses films précédents. Et ça, après tout, bon, évidemment, le fascisme, c'est pas terrible, mais enfin, esthétiquement, on sait qu'Hollywood, c'est aussi beaucoup nourri de ces choses-là. Et soudain, on revient à quelque chose, alors qui est furieusement McMahonien, qu'on peut ne pas aimer, mais qui promet quand même un type de grand spectacle, je trouve un peu plus intéressant que l'espèce d'eau moyenne ironique dans laquelle sont baignés tous les blockbusters aujourd'hui. Le problème justement du côté du récit, c'est là où c'est très kitsch aussi, c'est que c'est exactement l'inverse de Marvel. C'est-à-dire que Marvel part du principe qu'on croit plus en rien et qu'il faut que tout soit ironique et que tout soit clin d'œil au spectateur. Là, et surtout quand on lui laisse les coudées franches, quand on le laisse se prendre pour un auteur, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la gravité, mais kitschissime. C'est-à-dire qu'évidemment, on est un peu tenté de rire parce que tout ça se prend extrêmement au sérieux. Le vrai problème là-dessus, sur l'imaginaire de geek de Snyder, c'est que c'est quelqu'un qui aime tellement ces objets fétiches d'enfants, et c'est bien la moindre des choses quand on fait ce genre de film, que du coup, il filme des mythes déjà accomplis en quelque sorte. Donc pendant toute la première heure du film, ils sont déjà morts en fait, tous ces personnages. On a donc, vraiment en fait, cette impression. Si vous voulez,
voulez, ça le conduit à employer un langage qui est purement publicitaire, c'est-à-dire on filme un visage qui est censé être le signe d'une émotion, d'une grandeur, de quelque chose, et une fois qu'on l'a compris, on s'emmerde un petit peu. Le film, narrativement, commence plutôt au bout d'1 heure, et là, effectivement, sur un terrain qu'il ramène de cette tragédie personnelle absolument atroce qu'il a vécue et qu'il a fait sortir de la post-production du film, c'est que sa fille donc s'est suicidée. Le film ne parle que de ça, un peu trop aussi, d'une certaine manière, même si évidemment il ne s'agit pas de juger le sujet. Et il n'empêche que tout ce qui se joue autour du personnage de Cyborg, qui avait à peine une histoire dans le premier. Et donc Victor, un jeune homme qui est voué à la mort. Enfin, il a un accident de voiture. En fait, il est cliniquement mort. Voilà. Et son père, grâce à une sorte d'objet, je ne sais plus lequel d'ailleurs, parce qu'il y a un nombre d'objets magiques incroyables, réussit à en faire un cyborg. Et donc à le faire renaître dans une version ultra forte de lui-même. Oui, donc la tragédie du père à ce niveau-là, c'est que c'est un père qui finalement donne les pleins pouvoirs, donne une espèce de surpuissance à son fils pour racheter sa propre faute, ce qui est une idée assez belle. Et il y a des choses du côté de Flash aussi, il y a des choses vraiment plutôt intéressantes. Après, c'est pareil, encore une fois, tout ça est noyé dans une espèce de soupe mythologique un peu épaisse, quoi. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même des personnages qui eux-mêmes se raccrochent à des mythologies préexistantes. Donc, par exemple, Wonder Woman, dont vraiment la présence dans l'univers DC Comics est vraiment problématique. Je trouve, il y a un film aussi qui est sorti, on peut peut-être en dire un mot. Elle appartient au mythe des Amazones. Comment il s'appelle ? Aquaman, lui, c'est un Atlante. Et tout ça rajoute des couches de signifiants, de signes, de personnages absurdes. Willem Dafoe en espèce de. Il y a un truc qui est très drôle avec les noms aussi, d'ailleurs. Pardon, je vous interromps, mais les noms qui en fait viennent de la BD. C'est-à-dire que ce kitsch, c'est celui aussi de la BD. Il y a quand même un personnage qui s'appelle Desaad. Au début, moi, je vois ça, je m'amuse vaguement, mais je me dis, c'est pas possible que ça soit une référence à Saad. Et en fait, le suivant s'appelle Darkseid. Donc, vous voyez, on est vraiment entre Star Wars et Saad. Donc, on essaie de tout avaler de toutes les mythologies possibles, quoi. Thierry Chaise. C'est exactement ça. Et dans ce kitsch-là, on en parlait tout à l'heure, mais je vais y revenir, c'est vraiment... Il y a un truc d'acteur, il y a des choses impossibles à jouer. Il y a des choses impossibles à jouer. Alors, il y en a qui s'en tirent à peu près parce qu'ils ont... Voilà, une Amy Adams, finalement, elle a des choses un peu émouvantes. Mais je pense à déjà Ben Affleck, quand il fait la voix de Batman, enfin... Quand il apparaît, moi j'ai l'impression d'être dans une parodie, de revoir à l'époque les nuls avec leur dialogue autour de super-héros autour d'un pilier de bar, quoi. Et je pense que ça participe aussi tout ça. C'est un défilé quand même. Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Jeremy Irons, Ian Lane. C'est aussi ça. Hollywood aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un Oscar, s'il veut se faire de l'argent et si son agent veut se faire de l'argent, le seul endroit où il peut s'exprimer, c'est le film de super-héros. Donc ça raconte aussi tout ça. Et d'un seul coup, dans des personnages, vraiment pour être bon, c'est un vrai crash test. Voilà. Pour être bon et qu'on n'éclate pas de rire quand ils disent des choses vraiment de manière très sérieuse, alors que c'est ridicule, ou quand ils jouent, où on demande un peu d'une composition énorme, je trouve que là, il y a on peut diviser facilement le membre du casting en deux camps. Parce qu'ils sont quand même censés être un peu élégants, ces super-héros. Enfin, dans DC Comics, justement, c'est ce qui les rend assez différents des Avengers ou de l'autre côté de la sphère Marvel, par exemple. C'est des personnages assez élégants. Batman, c'est quand même quelqu'un de grave qui est censé avoir une forme de finesse. Là, c'est vrai que c'est peut-être le pire, on va le dire. Ben Affleck, c'est catastrophique, Jérôme Momcilovic. Oh, moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est pas celui qui me dérange le plus. Non, mais le problème, c'est qu'on veut dire trop de choses et que ça marche pas. Moi, je voudrais juste, peut-être pour finir, en fait, simplement décrire une scène, parce que ce qui peut donner quand même un certain plaisir devant ce film, moi ça a été mon cas, c'est vraiment des scènes isolées comme ça, dans lesquelles il y a vraiment des tentatives plastiques qui peuvent être très belles. Et ce personnage de Flash, qui a donc le don d'aller beaucoup plus vite que les autres, il y a une scène que je trouve magnifique, où en fait il tombe amoureux, c'est vraiment un coup de foudre, il voit une fille passer dans la rue, il est lui-même en train de déposer un CV parce qu'il n'a pas de boulot, et en fait il voit cette fille, et cette fille est sur le point d'avoir un accident de voiture terrible. Et donc le temps s'arrête en quelque sorte pour tout le monde, sauf pour Flash, qui va sauver la fille. Et dans cette dilution absolue du temps, qui donne quelque chose d'assez beau, on est presque chez Bill Viola, concrètement, il y a un moment comme ça où, juste au moment où il vient de la sauver, il prend le temps, puisqu'il a le temps, de déplacer sa mèche pour regarder un tout petit peu mieux ses yeux. C'est con, mais c'est un peu la maigre pitance dont on peut... mais c'est Marvel, ça. Mais c'est très beau, quoi. C'est le côté un peu... Oui, mais là je parle vraiment d'un enjeu purement formel, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais en rigolant à moitié tout à l'heure qu'on n'était pas si loin de chez Grandrieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Jean Epstein d'une certaine manière. C'est que soudain on fait avec le cinéma quelque chose qu'on prend pas le temps de faire d'habitude. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un vrai ralenti ? Qu'est-ce que c'est que jouer vraiment avec le déroulement du temps ? Et finalement, le cadre ludique, un peu régressif des super-héros se prête assez bien à ça, et je trouve qu'il touche à des moments assez beaux avec ça. Thierry Chaise, un dernier mot, et puis peut-être, je ne sais pas si vous avez vu Wonder Woman 1984, mais qui est sorti vraiment exactement en même temps, et qui donc met en scène uniquement, disons, le personnage de Wonder Woman, donc Gal Gadot. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'une réflexion
réflexion parallèle à mettre en parallèle, Thierry? Oui, parce que ce qui était intéressant, c'est que quand Justice League est sorti, au même moment est sorti le premier Wonder Woman. Et vu que la nullité de Justice League et le premier Wonder Woman était plutôt intéressant, le regard d'une femme sur ce personnage, on aurait pu se dire, tiens, quelque chose est en train de se passer. Et là, quand on voit le Wonder Woman 1984, qui ne fait certes que 2h30, mais on paraît tout autant 4 que ce Justice League, on se dit qu'en fait, non. En fait, elle est retombée, vraiment, Patty Jenkins, dans les mêmes pièges que les autres. Les scènes d'action, pour le coup, sont d'une laideur sans nom et n'ont pas l'efficacité, par exemple, de la version de Snyder. D'un seul coup, la manière de filmer, finalement, Wonder Woman n'est pas plus intéressante que celle de Snyder. Et là, tout s'est dévitalisé. Et ce qui pouvait être une sorte d'espoir d'une autre voie, je trouve, elle a été bouchée dès ce deuxième épisode, qui lui est sorti directement en France, en effet, sur les plateformes. Bon, bougez-vous à Hollywood, la Justice League version Jack Snyder, donc le Jack Snyder's Cut, est d'ores et déjà à la vente en VOD. À noter qu'il sera disponible mi-mai sur la plateforme OCS en couleur et donc en noir et blanc. France Culture, la critique, Lucille Como. On conclut cette critique avec un coffret regroupant 4 films d'un cinéaste rare. Alors, Philippe Grandrieux, on m'a dit Philippe Grandrieux. Alors, je vais me tenir à cette consigne, il était sur France Culture il y a peu, ça me paraît être une bonne option. Il travaille en tout cas depuis le milieu des années 90, un cinéma très plastique qui oscille entre cinéma expérimental et cinéma de narration. Les 4 films publiés par Shellac s'appellent Sombre, La vie nouvelle, Un lac et Malgré la nuit. Ils sont traversés par la nuit, la forêt, la violence, le sexe, la terreur parfois. Une manière très singulière de créer des images, à l'épaule, très près des visages et des décors des acteurs. Un cinéma peu dialogué, souvent chuchoté, on en écoute tout de même une petite évocation sonore. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Madeleine. Elle est tout pour lui. Vous êtes pas Madeleine? Je m'appelle Hélène. Il en a plusieurs, le salaud. Tell him I want the girl. Okay. I want to buy the girl. Not possible. Dangerous. Very. But I need her. La sortie des films de Grandrieux a souvent été un moment de débat sur le cinéma. Il suscite autant l'admiration que la contemption. Ça a été le cas surtout lors de la sortie de Sombre en 1998. Thierry Chaise, peut-être d'abord un mot rétrospectif sur la manière dont vous avez découvert ce cinéaste. Ça reste. Je n'oublie pas la salle et l'endroit où j'étais dans cette salle, au moment où j'ai pris ça en pleine figure. Ça reste un choc. On est donc à la fin des années 90 et à ce moment-là, le cinéma français, donc comme c'est la fin d'un siècle, on cherche des nouveaux talents. Donc il y a tout l'arrivée des Kounen, des Gaspard Noé, et puis d'un seul coup arrive Grandrieux avec Sombre. Et l'expérience, s'il y a un mot, c'est une expérience physique. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment, on prend, avant même d'avoir quelque chose, une réflexion critique dessus, c'est qu'on prend ces images, on prend ce son, on prend tout ce travail, le travail de la directrice de la photo, Sabine Lancelin, de manière extrêmement puissante, sans trop savoir quoi en faire. Et puis, ce chaos, finalement, va peu à peu se construire. Moi, vraiment, j'ai ce souvenir-là, parce que je trouve, et on y reviendra, qu'après, tout s'est un peu dilué, mais en fait, il ouvrait d'un seul coup un champ d'espoir dans le cinéma français. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et c'est ce geste artistique pur, cinématographique, mais pas que je retiens de cette découverte à la fin des années 90. Jérôme, et quelle cohérence, j'en profite pour reglisser une question, mais quelle cohérence du coup entre les 4 films qui figurent au sommaire du coffret Shellac? La cohérence, c'est que Grandrieux, c'est quelqu'un qui fait ses films en... Comment dire ? Chaque fois qu'il fait un film, si vous voulez, c'est comme s'il voulait redéfinir définir de la même manière son art poétique. Donc c'est à chaque fois un film qui vient dire ce que peut être le cinéma, ce que devrait être le cinéma. Manifeste.
je suis pas sûr que ça soit exactement un manifeste, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée. Puis c'est aussi parce que, si vous voulez, c'est un geste d'avant-garde. C'est un geste d'avant-garde qui a la particularité d'avoir éclos, même s'il a fait d'autres films avant, mais avec Sombre, d'avoir éclos dans un cadre qui est celui du cinéma mainstream, d'une certaine manière, en tout cas narratif, fictionnel. Et finalement, comme beaucoup de ces gestes d'avant-garde, c'est un geste qui consiste à dire qu'il faut faire du cinéma contre le cinéma, en tout cas contre l'idée qu'on se fait du cinéma. Et qui consiste à dire surtout que ce qu'on appelle le cinéma, c'est quelque chose qui exploite à peine un cinquième des ressources du cinéma. Et donc lui va fourrager vraiment dans tout ce qui reste. Sombre, moi je le tiens pour un des films les plus beaux de l'histoire du cinéma français, peut-être probablement de l'histoire du cinéma tout court d'ailleurs. J'aime beaucoup les suivants aussi, à part le dernier que je vous avoue je trouve un peu raté. Mais c'est intéressant parce que Thierry parlait de ce moment justement de basculement l'an 2000, et justement à ce moment-là, Grandrieux, qui avait, je pense qu'il n'avait pas encore tourné La Vie Nouvelle, je ne sais plus, en tout cas il y avait eu Sombre, il a écrit un texte dans les Cahiers du cinéma qui était un texte magnifique, qui était justement un art poétique comme ça, et où il expliquait que l'avenir du cinéma c'était l'enfance. En fait c'est l'enfance, mais c'est même l'infance comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire c'est vraiment l'enfant d'avant le langage, quoi. Et c'est ça que veut travailler Grandrieux, donc c'est pour ça qu'effectivement, comme le disait Thierry, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du toucher, on touche avec les yeux, on touche avec les oreilles, et là où je vous disais, il s'agit de travailler, de faire du cinéma presque contre le cinéma. Il y a quelque chose de très paradoxal et qui est sublime chez Grandrieux, c'est qu'il s'agit au fond de faire du cinéma en aveugle. Et quand je dis ça, c'est vraiment très très littéral, parce qu'on sait que Grandrieux, c'est quelqu'un à qui il arrive quand il filme, alors vous le disiez, c'est très physique, il est harnaché avec sa caméra comme ça, il lui arrive de filmer les yeux fermés. Et quand il l'explique, je sais qu'il était sur France Culture il y a quelques jours, là, c'était très beau quand il l'explique. Les temps qui courent. Il est absolument convaincant parce que effectivement, en gros, c'est ce qu'il cherche, c'est une sorte de cinéma de la vision, et la vision, c'est avant le regard en quelque sorte. Je vais dire un mot de Sombre parce que du coup, on ne sait pas vraiment de quoi parlent ces films. Et Sombre est encore un cinéma quand même assez narratif. Il y a vraiment une histoire. C'est l'histoire d'un homme dans le sud de la France l'été. Il fait des spectacles itinérants pour les enfants. Il tue des femmes, prostituées ou stripteaseuses, souvent, jusqu'à faire la rencontre sous la pluie battante de Claire, qui, elle, est vierge. C'est la première chose qui vient la qualifier. Thierry, vous disiez tout à l'heure, après ça s'est un peu dilué. Qu'est-ce qui s'est dilué et qui était, disons, en puissance dans ce premier film ? Je trouve que dans le premier film, il y a cet équilibre parfait entre finalement un récit qu'on croit connaître par cœur, l'itinéraire d'un serial killer, et la manière dont il va le confronter à son traitement formel, et que le film mainstream devient quelque chose d'expérimental, mais reste toujours à la limite entre les deux. Et je trouve qu'il y avait aussi une cohérence en termes de durée. Après, là où c'est un auteur, c'est qu'il creuse en effet le même sillon, comme le disait parfaitement Jérôme, mais que je me suis moi de plus en plus ennuyé. Et le dernier sur Malgré la nuit, où là, les 2h30, d'un seul coup, il y a quelque chose où on a l'impression qu'il parvient un peu à presque se copier lui-même, en tous les cas à ne plus réinventer quelque chose. Alors que véritablement, moi j'avais lu les interviews uniquement après de lui, où il racontait comment il filmait, où il disait que deux choses étaient impossibles pour lui. Filmer un film qu'il n'aurait pas écrit et ne pas être derrière la caméra dans ses films. Eh bien, ça on le ressent. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose dans ses films à lui, mais je trouve que dans Sombre, d'un seul coup, tout se rejoignait. Jérôme Momcilovic. Je suis un peu d'accord avec ça, mais Grandrieux lui-même serait furieux qu'on oppose comme ça le côté avant-garde et le côté narratif, et le film le plus réussi serait celui qui trouverait le meilleur équilibre entre les deux. Il y a quand même un tout petit peu de vrai là-dedans. Il y a un truc tout bête qui dit ça, et moi qui m'a toujours fasciné, c'est que dans Sombre, il y a une scène absolument sublime, qui est une scène presque naturaliste, et qui est donc presque inattendue au moment où elle arrive. C'est une scène de dialogue, d'ailleurs c'est un des rares dialogues du film, entre le personnage féminin et une femme qui l'a prise en stop sur la route après une séquence de crise avec le personnage masculin. Et il y a un moment de discussion comme ça où la femme raconte un peu sa vie. Enfin, c'est elle qui parle, hein, parce que lui, il parle pas beaucoup. Non, pardon, la scène entre les deux femmes. Ah, d'accord. Où elle raconte justement son histoire, son amour perdu, etc. etc. Et c'est assez inattendu à ce moment-là dans le film. C'est d'une beauté totale, et surtout c'est d'une cohérence totale avec le reste. Après, là où, évidemment, à la fois c'est injuste de dire ça par rapport à lui, et en même temps c'est un peu inévitable, c'est qu'il a touché tellement au but, là pareil, les mots sont pas très adaptés, mais il est allé tellement loin, il a tellement réussi à aller là où il voulait avec Sombre, que fatalement, les autres films, en dépit de leur force qui est indéniable, vraiment La Vie Nouvelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un film d'horreur, c'est le film d'horreur ultime, enfin, c'est un film d'horreur qui rentre dans la catégorie de Salo, de Pasolini, c'est vraiment une grande fresque sur le mal.
C'est extrêmement éprouvant. Donc c'est un peu injuste de devoir les comparer, les films. Il n'empêche que Sombre, c'est aussi le premier. Et un truc tout bête, c'est un film qui porte ce titre-là parce que c'est un film très sombre. Hein. Thierry parlait de Sabine Lancelin tout à l'heure, qui est une immense chef opératrice qui a notamment fait l'image sublime de La Captive d'Ackerman. Et je me souviens d'elle racontant une histoire assez sidérante, c'est que Grandrieux lui demande donc de tout sous-exposer à la prise de vue, alors que beaucoup d'autres cinéastes auraient attendu le montage pour essayer ça, à la prise de vue. Elle est une jeune chef opératrice, elle n'est pas très sûre de ce qu'elle fait. Quand elle arrive au labo, on lui dit « il n'y a rien sur vos images, c'est foutu ». Donc elle est dans une panique que vous pouvez imaginer. Et c'est un vieux de la vieille dans le laboratoire qui lui dit « mais venez voir, on va regarder un petit peu », qui a sauvé le film. Rien que prendre ce risque-là, c'est tout bête, mais ce risque-là, pour moi, fait déjà de Grandrieux un des cinéastes à la fois les plus courageux et les plus passionnants des dernières années. Mais vous disiez avant-garde, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a des cinéastes, des très grands cinéastes, bon, je ne vais pas citer d'exemple parce que je sens qu'on va me taper sur les doigts, mais qui refont à l'envi le même film avec les mêmes motifs, et on n'a pas cette sensation qu'on a par exemple de dilution, qui est en effet, je pense, un bon mot pour décrire l'évolution du cinéma de Grandrieux. Est-ce que ça ne tient pas au fait que justement parce que c'est de l'avant-garde, parce que c'est la fin des années 90, ce n'est pas vraiment reproductible? Thierry Chaise. Pas faux. Moi, je me suis vraiment posé la question à chacun des films que je vais voir, parce que j'ai envie de retrouver mon premier regard. Et je pense que c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à ne jamais être bouffé par toutes les références qu'il a, alors que ces références soient Murnau, Goya, Bacon ou Lynch. Et pourtant, et c'est presque ses propres influences à lui qu'il a du mal. Alors, comme c'est à chaque fois vraiment. Alors, on dit que le cinéma est un art du prototype, mais alors lui, c'est puissance 1000. Et on a quand même l'impression que, bon an, mal an, à chaque fois, on revient, regardez, comme si finalement l'espace était contraint. Et puis, tout dépend aussi des acteurs qu'il incarne. Je pense qu'il faut une certaine physicalité aussi dans le jeu. Moi, je n'avais pas beaucoup aimé Malgré la nuit, mais la présence d'Ariane Labed dans ce qu'elle peut apporter était important. Et dernière chose là-dessus, c'est que je trouve que même si là, ils sortent dans un coffret, la découverte sur grand écran de ces films, quand même, est importante, et que voilà, il faut vraiment, il y a toute une chose qui, à mon avis, le voir sur un écran plus petit va aussi aider malheureusement à cette dilution. On attend la rétrospective. Mais c'est vrai, je veux citer des exemples peut-être plus précis dans tout ce qui a trait aux signes. C'est bourré de signes comme cinéma. Par exemple, la forêt est très présente, et la forêt, ça veut dire une image très singulière, très sombre, avec quelque chose de très contrasté, et puis un traitement sonore assez étonnant qui fait que tous les bruits de la forêt, la pluie sur les feuilles, le craquement des feuilles mortes sous les pas, sont extrêmement frappants. Quand on la réentend à plusieurs reprises dans des films différents, on commence à en questionner presque la pertinence ou la beauté, Jérôme Momcilovic. Pourquoi non ? Je sais pas, c'est une impression, ça vous fait pas ça? Non, l'impression de revoir, et que j'avais... du coup c'est un truc de cinéma, et que vous n'accédez plus à une sorte d'authenticité de l'expérience. Je comprends la question, mais je comprends je repense à ce que disait Thierry tout à l'heure quand il parlait de premier regard. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est presque une aporie dans le cinéma de Grandrieux, c'est que je parlais de l'enfance tout à l'heure. Il a une image très belle là-dessus. Il dit, il voudrait que les films soient comme la sensation qu'a un petit enfant quand il est dans le giron de sa mère et soudain il était endormi, il lève les yeux et il y a le soleil, et le soleil est trop fort et il se prend le soleil dans la figure. Pour lui, ça doit être ça le cinéma. Et cette impression-là, ça a été Sombre tout entier. Donc quand on a déjà vu Sombre, fatalement, d'une certaine manière, on est plus vierge, vous voyez, on peut plus subir et bénéficier de cette sidération-là. Après, moi, je voudrais juste m'attarder sur un tout petit truc, c'est le côté conseil aux spectateurs, sur la salle, tout ça. À la fois, évidemment, il faudrait pouvoir voir ça en salle, et en même temps, il a un rapport assez ambigu, Grandrieux, à la salle, et c'est intéressant. Je me souviens de lui dans une projection de la Cinémathèque où il était furax parce que, et je le comprends en même temps, parce que les petits signes d'incendie, vous savez, ces trucs, c'est infernal au cinéma, on n'arrive jamais à voir le noir total dans une salle de cinéma. Lumière verte des sorties. Exactement. De secours. Et le problème de ces petites lumières-là, c'est qu'est-ce qu'elles font ? En fait, elles découpent l'écran. Elles font prendre conscience de la présence de l'écran. Or, ce que veut réussir Grandrieux, et ce qu'il réussit à faire, c'est faire se dissoudre complètement cette frontière-là, avant tout. Toutes les frontières. La frontière du corps, il s'agit de filmer dans le corps, littéralement, dans les flux psychiques, etc. Mais la première frontière à faire disparaître, c'est celle-là, c'est celle de l'écran. Si bien que d'une certaine manière, si vous... Ça me fait bizarre de parler un peu façon guide du consommateur, mais si vous êtes équipé chez vous d'un home cinéma, etc., ce qui compte, c'est surtout de voir ces films-là dans une pénombre totale, qui est la pénombre, vraiment à la fois au sens thématique, parce que c'est vraiment la matrice, c'est, comme je vous disais, c'est le monde des sensations avant le langage, etc. Et puis, ce sont vraiment les conditions dans lesquelles ces films-là doivent être vus. Et c'est les conditions dans lesquelles vous pourrez ressentir exactement ce que Grandrieux veut vous faire ressentir.
Thierry Chèze, finalement, un des films qui a fait le plus l'unanimité, dont on a le plus parlé, je crois, et qui est celui qu'on me cite à chaque fois, à moi, c'est Un lac. On en a très peu parlé ici. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce film-là et de sa singularité, peut-être ? C'est peut-être celui où on se perd un peu plus différemment. On est dans un pays où on ne sait rien, c'est l'hiver, il y a des forêts, il y a un lac qu'il faut traverser pour parvenir à une maison, et puis il y a une famille coupée du monde avec un frère et une sœur. Alors, moi, je trouve que c'est en effet, alors peut-être parce que j'ai des images qui me donnent un peu plus de clarté, mais oui, c'est peut-être celui qui fait un peu plus la différence, et c'est celui avant celui que j'aime moins, Malgré la nuit. Mais il y a toujours quand même, et c'est ça que je trouve formidable, cette manière d'être à la fois totalement dans le cinéma, l'alternance lumière et obscurité, et totalement contre le cinéma qu'on veut nous imposer, qui est celui du récit, du réalisme a priori. Et je pense que dans celui-là, là encore, comme dans Sombre, c'est celui où ça marche le mieux. Jérôme Momcilovic. Oui, je pense que c'est aussi parce que c'est vraiment le film qui est au cœur de la logique, disons, archaïque de son cinéma. Vous parliez de Sing tout à l'heure, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, et je pense que lui, il serait pas trop non plus, c'est que c'est un cinéma qui cherche surtout pas à signifier. Et du coup, non mais je comprends le mot, mais ce que je veux dire, c'est que si on commence à se demander ce que ça signifie, on est foutu devant Grandrieux, et on est même foutu de trouver ça un peu ridicule par moment, parce qu'il prend des risques aussi sur le récit. Bon. Donc, la forêt, c'est évidemment une forêt de contes, c'est ça à chaque fois. La cabane. Voilà, c'est ça. Et alors, juste sur Un lac, un dernier mot, on parlait du son tout à l'heure, puis je suis venu avec plein d'anecdotes aujourd'hui, donc profitons-en. Une anecdote mais que je trouve magnifique, et plus qu'une anecdote, j'avais fait une interview justement avec lui au moment de Un lac, et il m'a raconté un truc extraordinaire, c'est que toutes les scènes de famille à l'intérieur de la maison, qui baignent dans le silence pour le spectateur, en vérité, lui, quand il les a tournées en passant extrêmement fort une musique très bruitiste, en l'occurrence des concertos de guitare électrique de Glenn Branca, pour ces acteurs qui étaient donc noyés complètement dans une masse bruitiste comme ça. Pour un résultat dans lequel, une fois au montage, on n'a plus ce son-là spectateur. Je trouve que c'est une idée absolument merveilleuse, et ça décrit très bien le geste de Grandrieux. Philippe Grandrieux, le coffret apparu chez Shellac. À noter aussi qu'il était, vous l'avez dit, Jérôme, l'invité de Romain de Becdelièvre. C'était dans l'émission Par les temps qui court vendredi dernier, à réécouter sur le site de France Culture. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Thierry Chèze et Jérôme Momcilovic. À la préparation de l'émission, c'est Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation aujourd'hui, Anna Olvec, et à la technique, Jérémy Kaufmann. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée aux bandes dessinées et aux disques. Au programme, entre autres, le dernier album de La Femme et puis L'Entaille d'Antoine Maillard.